Il est 10 h sur Radio JM. La grande matinale, ça commence maintenant. Bonjour à tous, il est 10 h passées de 6 minutes et vous êtes sur Radio JM pour 2 heures de direct. Bienvenue dans la grande matinale de Radio JM. Je suis ravie de vous retrouver tous les lundis de 10 h à midi sur le 90.5 en direct depuis nos studios et bien sûr sur nos réseaux sociaux avec un beau programme. Tout de suite le jingle avec notre belle Noah à la technique. Qu'est-ce qui vous attend ce matin? C'est le programme de la grande matinale Radio JM. On commence le programme comme tous les lundis par la météo. Aujourd'hui sur Marseille, je vous l'annonçais ce matin dans le flash d'information locale, il fait 21 degrés ce matin et jusqu'à 24 degrés cet après-midi. Le programme de cette matinée, c'est d'abord le lancement des fêtes de Tishri dès ce soir avec Rosh Hashanah. Et pour l'occasion, nous aurons la chance d'être en contact avec l'ambassadeur d'Israël en France, monsieur Joshua Zarka. Et puis Elsa Charbit, notre responsable du service politique, sera en direct d'Israël pour nous parler de ces fêtes sur place, toujours en guerre, bien sûr, en Israël, à la recherche de ces 48 otages dans la bande de Gaza. Daniel Faro fera son grand retour avec un peu de généalogie. Le professeur Gilles Ovenegel viendra nous parler du symposium autour du cancer du sein, organisé cette semaine au Palais du Pharo. Enfin, notre invité politique du jour sera Michel Amiel, maire des Pennes Mirabeau. Elsa nous proposera son coup de cœur littéraire, la chronique culinaire de Sacha auquel on pense. Bref, plein de surprises ce matin, la grande matinale de Radio JM, c'est tout de suite jusqu'à midi. Vous écoutez la grande matinale Radio JM en direct tous les lundis sur le 90.5. Et pour commencer cette matinale, on va être en contact avec la belle Elsa Charbit qui est en Israël en famille pour les fêtes. Bonjour Elsa. Alors, petit problème de liaison, on va la rappeler parce que vous savez que, évidemment, nous sommes en direct et il faut parfois gérer les aléas du direct. Elsa Charbit, donc, qui est responsable du service politique à Radio JM et qui passe les fêtes de Tishri avec sa famille, avec ses enfants, et qui nous a proposé de prendre la température, effectivement, en Israël, là où la guerre se poursuit à Gaza. On a envie de comprendre un petit peu l'état d'esprit des Israéliens à quelques jours du triste anniversaire du 7 octobre, à l'aube de ces fêtes de Tishri. Elsa Charbit, vous êtes avec nous, je crois. Oui, absolument, Laura. Bonjour à tous. Et je suis avec vous en direct d'Israël. Merci beaucoup. Plus précisément de Givat Shmuel. Formidable. Écoutez, on le disait, on a la chance de vous avoir effectivement en ligne. On a envie de comprendre en ce jour de fête. J'aimerais que vous me décriviez l'ambiance à l'aube de ces fêtes de Tishri en Israël. Alors, écoutez, c'est vraiment une ambiance de fête. C'est-à-dire que pour vous situer les choses, bien sûr, les enfants n'ont pas classe aujourd'hui. Donc, j'ai pris mes petits-enfants et nous sommes partis nous promener au Canyon. Vous savez que c'est la sortie classique en Israël, c'est-à-dire dans un centre commercial qui est à ciel ouvert. Il y a un monde fou, les dernières courses, bien évidemment, avant la fête, les courses dans les supermarchés, dans les magasins. Voilà, d'ailleurs, on s'est abrité dans un magasin pour être tranquille et pouvoir vous parler tous ensemble. Il y a véritablement une ambiance de fête, j'allais dire, malgré tout. Malgré cette difficulté à vivre aujourd'hui, malgré la guerre, je crois que, et malgré nos pensées qui vont vers les otages, je crois que, avant tout aujourd'hui, les Juifs à travers le monde et les Juifs en Israël, le pays tout entier a décidé de célébrer cette fête et dans la joie. C'est extrêmement important d'accueillir cette fête au mieux ce soir. Malgré le triste anniversaire du 7 octobre qui approche malheureusement, aujourd'hui sera reconnu l'État de Palestine porté par la voix du président français Emmanuel Macron, entre autres. Comment les Israéliens perçoivent cette nouvelle ? C'est difficile de parler pour l'ensemble des Israéliens. On a vu la réaction de Benjamin Netanyahou vis-à-vis de cette reconnaissance qui va être faite aujourd'hui également par la France et les autres pays qui l'ont fait hier. Je pense que c'est difficile, il faut, sans avoir un avis politique, mais on a bien conscience que c'est apporter une prime au terrorisme que de reconnaître aujourd'hui un État de Palestine qui n'a pas de consistance, qui n'existe pas. Il n'y a même pas d'autorité à qui parler réellement, de personnes en qui on puisse avoir confiance, si ce n'est des terroristes qui détiennent des otages et parce qu'ils ont massacré plus de 1200 personnes, aujourd'hui obtiendraient la reconnaissance d'un État. Je pense que c'est l'esprit dans lequel est Israël, même si une partie de la population admet qu'un jour il faudra un État palestinien, mais pas maintenant. Il y a une grosse erreur de timing, semble-t-il, et je pense que c'est ce qui ressort aujourd'hui de la vie des Israéliens en général.
général. On sait que Benyamin Netanyahou est fragilisé, marginalisé par bon nombre de pressions diplomatiques de nombreux pays. Est-ce que c'est le cas en Israël? Vous qui êtes sur place, est-ce que vous constatez que finalement les Israéliens sont assez hostiles envers leur Premier ministre, ou c'est pas le cas? Non, moi, j'ai pas du tout cette sensation-là. Il a bien évidemment des détracteurs, des gens qui ne l'aiment pas, qui ne sont pas d'accord avec sa politique, mais c'est un homme qui a été élu démocratiquement, donc on doit lui laisser. Regardez, il y a des gens qui n'aiment pas Emmanuel Macron, mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'il quitte le pouvoir. Donc, c'est la même chose ici. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais il y a aussi une grande partie de la population qui lui est reconnaissante parce qu'il a montré qu'Israël tapait du pied, ne se laissait pas faire, car Israël est une autorité. Israël est un pays souverain qui décide de son avenir. Et je pense que ça, il y a une véritable reconnaissance, une fierté des Israéliens d'avoir un homme qui fait sa façon de faire. Alors on peut dire qu'il fait tout ça pour rester en place, parce qu'il a des casseroles juridiques, etc. Évidemment, dans une période difficile où il faut faire unité. Et le sujet n'est pas de discuter de savoir si Benyamin Netanyahou est bien ou pas, le sujet est de savoir ce qu'il fait, ce qu'il doit faire pour que Israël continue à exister. Parce que c'est aussi ça le véritable sujet. Et la division qu'il peut y avoir est une division politique comme il y en a dans tous les pays. Et certainement, des gens ne le soutiennent pas, mais d'autres sont à fond derrière lui parce qu'il est aussi cette fierté du pays. Elsa Charbit, j'aimerais qu'en tant que chef du service politique de Radio JM, vous vous adressiez aux auditeurs et aux auditrices de Radio JM pour ces fêtes. Alors écoutez, voilà ce que j'ai choisi, Laura, hein, mais sans vous en avertir évidemment. Je voulais juste que ma petite fille qui est à côté de moi, Louise, qui a presque 13 ans, fasse une différence. Parce que vous savez, ces veilles de fête, les gens disent Mérila, c'est-à-dire ils nous demandent pardon, parce qu'on sait qu'on va être jugé, ce sont les redoutables fêtes de Tishri. Et c'est une erreur. Ce n'est pas le mot Mérila qu'il faut employer, c'est plutôt le mot Slira. Donc j'aimerais qu'elle vous explique pourquoi en quelques mots. Avec je pense plaisir. Que c'est ma façon à moi de souhaiter Rosh Hashanah ou Metuka à toute la communauté. On l'écoute, on l'écoute. Alors, la différence entre Slira et Mechila est que quand on dit Mechila à quelqu'un, c'est plutôt quelqu'un qu'on a la relation entre nous et la personne n'est pas si importante. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un de la rue, que sans faire on bouscule, on dit Mechila parce qu'on veut être propre de mauvaises choses pour Hachem. Donc du coup, on dit Mechila. Mais quand c'est quelqu'un que la relation avec lui ou elle est importante pour nous, on dit Slira parce que c'est aussi important qu'elle nous pardonne et qu'on soit propre et pour Hachem et pour la relation avec elle. Merci beaucoup pour cette explication, c'est fantastique. Voilà, je trouvais que ça donnait un peu de hauteur à nos propos. En tout cas, je vous souhaite à tous Shana Tova et je vous embrasse tous très fort. Merci beaucoup Elsa et on se retrouve tout à l'heure pour votre chronique littéraire. On n'a pas oublié, hein, c'est toujours important pour nous. Donc on vous rappellera tout à l'heure. Avec plaisir, merci à vous. Une petite pause musicale et on revient tout de suite après. Restez branchés, la grande matinale Radio JM continue sur le 90.5. Nous sommes de retour dans votre grande matinale et j'ai le plaisir ce matin de recevoir Daniel Faro. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors Laura, Daniel, vous avez, ça va bien sûr, ça va bien et vous? Alors tenez, pour vous entendre, il vous suffit de mettre vos écouteurs. On rappelle quand même que Daniel Faro, vous avez tenu une émission pendant de longues années sur Radio JM. Et aujourd'hui, vous êtes dans notre matinale parce qu'on a envie de revenir justement sur ces petites capsules de généalogie qui passionnent nos auditeurs. Aujourd'hui, de quoi allez-vous nous parler, Daniel? Eh bien, je vais vous parler des personnes qui font des recherches généalogiques. Et souvent, ça se passe tout à fait par hasard. Par exemple, lors d'un repas de famille, comme il va y en avoir, bien sûr. Dès ce soir. Dès ce soir. Et c'est le moment de commencer sa généalogie parce on rencontre la mère, la grand-mère. Et elles parlent de leurs parents et où ils ont habité, etc. Et là, ça fait un tilt. Et il ne faut pas rater ce tilt parce que vraiment, c'est important de faire sa généalogie, c'est-à-dire l'origine de votre famille, quand tout le monde est à table.
Oui. Ou ensuite, on se voit, etc. Il ne faut pas avoir peur d'en parler, parce que c'est vrai que dans les repas de famille, alors on parle un peu de tout, on parle de politique, on parle de plein de choses, mais quand même l'histoire de la famille, c'est central, c'est la colonne vertébrale. C'est central et vraiment, il faut aborder le sujet, c'est pas tabou, pas du tout. Alors là, je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée, vraiment une histoire extraordinaire. C'est la fille d'une dame qui a dit on va faire une cousinade. Bon, une cousinade, c'est ce dont on parle. C'est le rassemblement de cousins. Et on va remonter l'arbre généalogique familial. Alors, il y avait des noms comme Aboulker dans cette famille, donc une famille originaire d'Afrique du Nord, d'Algérie. Aboulker qui veut dire un homme de bien. La famille... comment il s'appelle, Revenos, qui c'est un nom de lieu, ça, c'est un nom de lieu, c'est un fortin au Sahara. Et la famille Zafran, et c'est un nom de famille aussi originaire du Maroc, dont je vous parlerai dans 3 minutes. Et donc la famille Zafran, en fait, peut-être que j'en parle maintenant, puisque c'est un nom d'origine de Mogador au XVIIIe siècle. Et ce nom était à l'origine El Kayem. Pourquoi El Kayem? Parce que c'était le nom de quelqu'un de formidable et de noble. Et pourquoi ce nom est devenu Zafran, d'après vous? Bonne question, dites-nous tout. Eh bien, Zafran, ça fait penser à quoi? Une épice? Le safran. Et le safran. Et à une certaine époque, donc ça se passait à Mogador, les bébés malheureusement mouraient avant qu'on leur fasse la circoncision, les bébés garçons. Et alors ils ont consulté des personnes qui pouvaient, des médecins, tout ça, mais il y avait toujours ce problème-là. Et alors ils ont consulté, on appelle ça un thaumaturge, qui a dit la meilleure façon d'éradiquer cette maladie, c'est de tremper le burnous dans l'eau imbibée de safran, avant la circoncision. Donc, à partir de là, il n'y a plus la maladie et ils se sont appelés Zafran. Voilà, c'est comme ça que le nom est devenu un nom de famille. C'est assez fascinant quand même de voir comme des pratiques finalement peuvent se décliner en nom de famille par la suite. Exactement. Et c'est formidable parce que depuis, bon, il y avait plus la mort des nouveau-nés. Et donc cette famille est devenue très célèbre. Elle a vécu au Maroc, ensuite en Algérie, un petit peu partout dans le monde. Et c'est dans cette généalogie d'arbre familial que justement il y a ces noms qui ressortent et ils sont remontés très très loin. D'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire autour de cette histoire, de cette famille? Autour de cette histoire, il faut savoir qu'avant d'arriver, on a toujours une petite histoire dans la famille. Soit donc une histoire comme ça, soit une histoire d'un objet auquel les gens tiennent, une histoire qui s'est passée dans un lieu aussi, où on raconte chaque fois la même histoire dans des repas de famille, mais il faut aller plus loin. Et sachez qu'avec un acte de mariage, on peut retrouver, il y a le nom des parents des mariés, donc ça fait déjà 2 familles, et à partir des noms des parents des mariés, sur les actes des parents que l'on retrouve, puisque maintenant il y a énormément de recherches qui sont faites, et c'est assez facile avec Internet, on retrouve, disons, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, et on remonte petit à petit toute la famille. C'est absolument incroyable ce travail réalisé que vous faites depuis de nombreuses années et qui tient à cœur tellement de gens. Alors le cercle de généalogie juive, nous sommes présents à Marseille, donc nous avons une réunion 1 fois tous les mois. Et puis si on ne peut pas venir à la réunion, on peut se contacter par téléphone, par internet ou par écrit. Et là, j'ai plaisir avec mon équipe à faire des recherches. Et puis même les personnes elles-mêmes qui n'ont pas le temps de faire des recherches, on leur avance dans leurs recherches. Oui, c'est ça qui est important, voilà. C'est que vous êtes, ils arrivent avec peu d'informations et puis vous avez à cœur d'aller beaucoup plus loin. Des fois avec les noms, on sait que tel nom est origine de tel pays, tel lieu.
C'est important. Parlez-nous justement, Daniel, de votre association, de cette organisation. Alors, cette organisation a plus de 30 ans d'âge. Elle est originaire de Paris, puisque c'est là le siège, donc le Cercle de généalogie juive. Et donc, c'est un cercle qui, avec les recherches qui sont faites, on arrive très facilement à remonter, surtout en Tunisie actuellement, où il y avait peu d'archives. Mais on a retrouvé les archives de différents lieux en fait, et des archives aussi des lieux de sépulture, etc., où souvent il y a marqué des informations qui ont été répertoriées dans le cercle, et il y a des bases de données en mettant le nom. Quand on est adhérent au cercle de généalogie juive, on met le nom et on arrive à savoir dans quel lieu et comment sont les archives, et puis il a un petit peu le fils d'eux, etc. Et on avance très rapidement, à condition de bien savoir comment chercher, et on est là pour les aider. Formidable. Alors, on va rappeler quand même le site internet, peut-être si les gens sont intéressés. Alors, les internets, www.généaloge, avec un J à la fin, .org. Très bien. Et c'est vrai que c'était important, Daniel, de vous faire venir aujourd'hui, parce que ce soir c'est Rosh Hashanah, et qu'évidemment, on parle de ses racines pendant ces repas-là. Exactement, j'espère avoir de nombreuses personnes qui pourront, peut-être je laisse un téléphone. Voilà, qui font appel à vous, et puis vous savez aussi, chers auditeurs, vous pouvez contacter la radio, et on vous mettra évidemment en lien avec Daniel pour faire un petit peu plus de recherches sur vos familles. Exactement, c'est avec plaisir que nous ferons des recherches pour ces personnes-là, à condition qu'elles nous donnent des bonnes infos aussi. Des bonnes infos, des bons éléments. Mais même, on arrive à savoir, d'après le nom, oui. Et puis, établir le dialogue. C'est ça qui est important avec les anciens. Un dialogue, et c'est passionnant. Vous allez voir que, chers auditeurs et auditrices, que vous allez vous passionner pour votre généalogie. Et je vous dis un bon Shana Tova. Merci beaucoup, Daniel. Bonne fête, de bonnes choses. Et puis, on se revoit bientôt. Exactement. On vous fera revenir régulièrement dans cette matinale de Radio JM, parce que on a à cœur d'entendre votre voix, les auditeurs également. Merci. Et aujourd'hui, voilà, c'était un jour particulier. On avait aussi, c'était important pour nous de vous faire venir. Merci à vous, Daniel. Merci, Laura aussi. Et à très bientôt. Et de très bonnes choses à tous. Merci beaucoup pour vos vœux. Une petite pause musicale avant notre flash info local à 10h30. Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le lundi 22 septembre et voici les titres de votre édition. Les prévisions météo étaient annoncées comme alarmantes dès 17h hier. 80 mm de pluie se sont abattus sur Marseille. 10 vols ont dû être déroutés vers l'aéroport de Montpellier, Nice et Lyon. Par mesure de sécurité, la fête du vent a été écourtée sur les plages du Prado et le Classico OM PSG a été reporté à ce soir 20h. Le week-end dernier, Benoît Payan s'est confié sur les raisons de son absence au dîner du CRIF à nos confrères de la Provence. Réaction de l'organisatrice Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence. Il a précisé dans le cadre de cette interview qu'il ne souhaitait pas rencontrer des gens qui seraient là pour faire la promotion d'un gouvernement d'extrême droite. Alors je crois que ces propos sont inacceptables. Ils sont inacceptables parce qu'ils reviennent à essentialiser des citoyens juifs, qui sont d'ailleurs profondément attachés aux valeurs de la République, en les assignant collectivement au soutien d'une politique étrangère. Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils défendent le droit d'Israël à exister, le droit d'Israël à se défendre, et qu'ils dénoncent la diabolisation de l'État juif, en rappelant au passage que c'est le véritable catalyseur de la haine anti-juif qui sévit sur notre sol depuis le 7 octobre. Cette recrudescence historique de l'antisémitisme, il me semble que la place d'un maire aurait dû être aux côtés d'une communauté juive qui est à la fois inquiète, fragilisée, trop souvent isolée d'ailleurs, et faire la démonstration que être maire de Marseille, c'est finalement être le maire de tous les Marseillais. Hier matin, le collectif Nous Vivrons organisé sous l'ombrière du Vieux-Port une nouvelle agora pour discuter avec les Marseillais de la situation plus que compliquée des Juifs de Marseille. Sophie Nezri, coprésidente du collectif pour Marseille et Aix, fait le bilan de cette matinée au micro de Magali Barthès. Nous étions entre 12 et 15 volontaires, pas tous juifs, à distribuer des flyers qui illustrent le quotidien souvent difficile des juifs en France. Alors les échanges avec les passantes étaient plutôt fructueux.
Bon, bien sûr, quelques personnes étaient hostiles. Alors, elles sont souvent nourries d'un discours de détestation d'Israël qui rejaillit sur leur vision des Juifs. Certains vont jusqu'à trouver logique qu'à cause du conflit actuel, nous subissions d'antisémitisme. Mais dans la grande majorité, il a été tout à fait possible, voire agréable de parler, d'échanger avec les gens. Donc il y a bien toute une majorité silencieuse qui nous soutient en silence. C'est ça le problème. Et donc que nous avons encouragé à s'exprimer de manière plus explicite. Concernant nous, vivrons en tout cas, nous ne lâchons rien, nous ne nous tairons pas et nous ne nous tairons pas. C'est aujourd'hui que le président de la République Emmanuel Macron a décidé de reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Écoutez Fabienne Bendayan, la présidente du CRIF Marseille-Provence, qui réagit à cette initiative. Cette reconnaissance, je ne pense pas qu'elle puisse être considérée comme un geste de paix. Elle est prononcée sans condition, sans libération des otages, sans désarmement du Hamas, sans réforme démocratique. Et j'ai eu l'occasion de le dire, je considère que cette reconnaissance est une prime à la terreur, qu'elle caractérise un signal envoyé à ceux qui rêvent d'éradiquer Israël. Finalement, le crime paie, et d'ailleurs le Hamas est le premier à s'en être félicité. Je crois que l'histoire jugera cette trahison morale parce qu'on ne fabrique pas la paix en niant la réalité du terrorisme. Et je ne pense pas non plus qu'on construise un avenir en accréditant l'idée qu'un pogrom peut servir de tremplin diplomatique. À Essaouira au Maroc a eu lieu en fin de semaine dernière la Iloula du Rav Pinto, un pèlerinage qui a rassemblé plus de 2000 juifs en terre marocaine. Maggie Lebeu-Moyal, petite fille du Rabbi Chaim Pinto, a notamment géré l'arrivée de 140 pèlerins de Montréal sur place. Écoutez-la. La Iloula, bien entendu, c'est à la mémoire du tzaddik, Agaon Rabbi Chaim Pinto, Zechono Tzadik Levracha, qui tombe toujours le 26 Iloul. Donc, comme Rabbi Chaim Pinto avait promis que tous ceux qui disent son nom ou lui allument sa bougie 4 jours, donc qui est 4 jours avant Rosh Hashanah, il a promis que tous ses vœux sont exaucés. Donc, évidemment, Rabbi Chaim Pinto est un tzaddik qui a été connu, reconnu par les autorités, par les tzaddikim, par les rabbanim, durant de nombreuses décennies, et on va dire même 3 siècles, parce que Rabbi Chaim Gadol, c'est presque 3 siècles. Donc, c'est par ces miracles, en fait, que toutes ces personnes, et aujourd'hui, ce sont les petits et arrière-petits-enfants qui se déplacent pour venir se ressourcer auprès du tzaddik. Et puis je vous propose d'écouter Ido, un Israélien installé en France qui a assisté à cette Ioula à Essaouira vendredi dernier. C'était assez émouvant, autant qu'israélien. Ça me fait penser à ma mère il y a quelques jours. Je lui ai dit que je vais partir au Maroc. Elle m'a dit cache bien le fait que tu es juif, que tu es israélien. Pars pas avec ton passeport israélien, parle pas hébreu, fais attention. Et là, on se trouve ici en plein centre du Médina avec 2 cubes de sucre qui vont porter bonheur, j'espère. Entouré d'amis et d'amour, donc c'était bien, c'était très émouvant. Dans cette même ville marocaine avait lieu la 2e édition du Forum mondial des femmes pour la paix, où la présidente de l'association des guerrières de la paix France a rappelé l'importance de réunir des femmes de paix, israéliennes, palestiniennes, mais aussi afghanes ou iraniennes. Écoutez Anna Assouline. L'idée aujourd'hui, évidemment, c'est de lancer un signal fort de solidarité internationale des femmes, mais c'est aussi d'interpeller le monde. C'est de lancer un cri d'urgence, un cri porté par la voix des femmes, un cri de solidarité, un cri qui dit que face à l'horreur et face à la douleur aujourd'hui qui nous entoure, on a besoin plus que jamais de solidarité, qu'on a besoin d'être ensemble, qu'on a besoin d'être unis, que toutes les divisions aujourd'hui qui nous accablent, qui nous assomment, nous font du mal, nous empêchent d'avancer, nous empêchent d'être dans une action collective. Or aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'action. On a besoin de mots, évidemment, on a besoin de se retrouver, mais on a surtout besoin d'agir et d'interpeller les dirigeants du monde entier pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Et c'est le sens de ce forum aujourd'hui à Essaouira. La météo aujourd'hui est de 21 degrés ce matin et jusqu'à 25 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne.
Comme tous les jours dans ce journal, et à défaut de citer leur nom, nous donnerons le nombre d'otages encore retenus par les terroristes du Hamas. Ils sont au nombre de 48. 20 otages seraient encore en vie, 28 sont déclarés ou présumés morts. À titre personnel et au nom de toute l'équipe de Radio JM, je vous souhaite Shana Tova Sameach, que cette nouvelle année soit douce et vous apporte toute la sérénité dont vous avez besoin, malgré ce contexte de guerre au Proche-Orient qui, nous l'espérons, s'arrête très vite. Excellente journée à tous sur le 90.5 et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin. Vous êtes sur Radio JM 90.5, c'est la grande matinale. Vous êtes toujours dans la grande matinale de Radio JM tous les lundis de 10h à midi en direct sur le 90.5 et nous reprenons cette matinale avec une interview exclusive de l'ambassadeur d'Israël en France, monsieur Joshua Zarka. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous déjà? C'est important de demander comment vous allez. C'est une question qu'on me pose ces derniers jours. Je vais bien, mais franchement, je suis assez déçu, je dirais même très déçu par la position qu'a pris la France et que prennent d'autres pays. Et ça complique ma vie et ça complique les relations entre la France et Israël. Alors justement, c'était ma première question, monsieur l'ambassadeur. Emmanuel Macron va reconnaître l'État de Palestine. Dans quel état d'esprit êtes-vous en tant qu'ambassadeur d'Israël en France? Je pense qu'il fait une erreur tragique, une erreur historique, qui va nous coûter cher, Israéliens, qui va coûter cher aux Palestiniens, parce que ce que fait le président, c'est qu'il crée des attentes, un espoir, qui ne pourra pas être rencontré, qui ne pourra pas être mis en œuvre. Et donc, vous savez, dans notre région, quand des espoirs comme ceux-là ont été créés dans le passé, ça n'a rien changé, ça a toujours créé des tensions, de la violence, et il y a eu des morts. Et donc, ce que fait Monsieur Macron, ce que font les dirigeants qui se sont joints à la France dans cette initiative, c'est de créer ces espérances et malheureusement ensuite de créer une violence qui suivra et du sang malheureusement, je suis sûr, sera versé et c'est sur eux. Vous faites face à des mouvements de protestation de par tous les pays du monde quasiment, mais aussi au sein même d'Israël. Comment justement percevez-vous ces manifestations contre l'offensive à Gaza aujourd'hui encore? Vous savez, cette offensive à Gaza, ça pourrait se terminer immédiatement si le Hamas libérait nos otages. Il est clair que nous ne pourrons pas nous arrêter tant que nos otages ne seront pas tous rentrés chez eux. Alors, c'est un choix que le Hamas fait. Et il est clair que le Hamas fait ce choix pour continuer cette guerre parce qu'il voit justement que ça réussit, ça marche pour eux. Il voit que la France et d'autres pays créent cette pression sur Israël au lieu de créer la pression sur le Hamas, bien qu'il y ait ces déclarations qui soi-disant disent oui, effectivement, on veut désarmer le Hamas, mais le Hamas était le premier à féliciter que ce soit la France et d'autres pays pour cette reconnaissance. Et donc, nous voulons, nous, terminer cette guerre. Il est clair que c'est cette guerre que nous menons, que c'est nous qui nous menons cette guerre. Vous savez, c'est nos enfants qui sont à Gaza, qui sont en train de combattre. On a tous quelqu'un là-bas. Moi, j'ai des neveux qui sont là-bas. Et donc, c'est nous qui voulons terminer cette guerre. Mais cette guerre ne pourra pas se terminer tant que nos otages ne seront pas rentrés chez eux. Et ça, c'est clair. Et quelle est la stratégie d'Israël? Comment pensez-vous que cette guerre va prendre fin? Et quand? C'est la question que tout le monde se pose. Vous savez, cette guerre aurait pu prendre fin il y a très longtemps si effectivement le Hamas avait accepté de se désarmer et de rendre nos otages, mais il ne l'a pas fait. Alors, ce que nous faisons maintenant, c'est exactement essayer d'atteindre ce but en utilisant la force. Et tant qu'ils ne seront pas rentrés chez nous, et tant que le Hamas aura encore des capacités militaires et essaiera de les utiliser, cela continuera. Alors vous êtes ambassadeur d'Israël en France et j'aimerais que vous réagissiez face à cette montée de l'antisémitisme ici, dans notre pays, à Marseille. Depuis cette rentrée, le CRIF Marseille-Provence a ressemblé plusieurs actes antisémites, ce qui est
Parce que c'est assez rare parce que à Marseille, longtemps l'on dit, c'était une terre préservée des actes antisémites. Ça n'est plus le cas. Quelle est votre réaction en tant qu'ambassadeur? C'est terrible. Vous savez, l'antisémitisme, quelque chose qui a toujours existé. Moi qui ai grandi ici en tant qu'enfant, on m'a traité de sale juif, que ce soit à l'école ou d'autres endroits. Mais l'explosion de l'antisémitisme le 7 octobre est quelque chose qui ressemble seulement à ce qui s'est passé dans les années 30 du dernier siècle. Et donc, c'est quelque chose d'incroyable. L'antisémitisme, cette explosion de l'antisémitisme n'aurait pas pu avoir lieu si elle n'était pas là dormant, simplement. Mais maintenant, personne n'a honte. Les antisémites n'ont plus honte de l'être. C'est presque normal de traiter un juif de salsioniste et de vouloir sa mort. Et donc, c'est quelque chose de terrible. Alors, la France combat, pas fait ce qu'elle peut, mais combat l'antisémitisme avec les mécanismes qu'elle a, mais les chiffres sont tels qu'il y a clairement un problème qui est beaucoup plus profond que ce qu'on croyait auparavant. Et ce problème est le résultat de décennies d'échecs au niveau des systèmes éducatifs. Et justement, quelles sont les solutions à apporter aujourd'hui face à cette montée de l'antisémitisme, selon vous? C'est combattre de toutes les façons possibles et imaginables. C'est-à-dire combattre au niveau éducatif, combattre au niveau juridique, combattre au niveau de ne pas permettre n'importe quelle possibilité d'antisémitisme, que ce soit la violence ou que ce soit la déclaration. Et la France a ses capacités et la France le fait. Mais le problème est que la quantité est telle que ça devient pratiquement impossible de combattre cela. Au moins, en tout cas en France, ce qui est bien par rapport à d'autres pays, c'est que ces mécanismes existent. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Angleterre. On voit un antisémitisme qui est complètement fou là-bas. Donc on est, entre guillemets, préservé selon vous, enfin, du moins on a quand même des leviers encore à activer pour lutter contre cet antisémitisme en France? En France qui n'existe pas dans d'autres pays. Est-ce que suffisamment est fait? Je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais je pense que je sais que le ministre de l'Intérieur, je sais que les forces de la police font énormément. Le problème est tel que ça ne suffit pas, parce que vous savez, c'est comme si on essayait de mettre des sacs de sable devant un tsunami. C'est pas suffisant, parce que simplement la quantité est telle que c'est simplement inconcevable. Monsieur l'ambassadeur, les fêtes de Tishri débutent ce soir avec Rosh Hashanah. Qu'avez-vous envie de souhaiter à la communauté juive de Marseille? C'est à tout notre peuple, hein, que ce soit une année de paix et de santé et surtout de paix, de tranquillité, que ce que nous vivons. Vous savez, il y a une expression en hébreu, Tichel Shana avec la lotea, Vetachel Shana avec birkotea, ce qui veut dire que cette année se termine avec ses malédictions et que la nouvelle année commence avec ses bénédictions. C'est surtout ça. Que le niveau des bénédictions de l'année qui rentre soit plus important, plus élevé que les malédictions que nous avons vécues cette dernière année, et il y en a eu beaucoup. C'est surtout ça. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur d'Israël en France. Je vous souhaite de très belles fêtes, évidemment. Shana Tova, et à très bientôt sur l'antenne de Radio JM. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Une petite pause musicale et on se rejoint, évidemment, juste après dans la grande matinale. 90.5 Radio JM, la grande matinale. Et nous sommes de retour dans la grande matinale de Radio JM et on va enchaîner avec notre rendez-vous politique de la semaine en direct de nos studios. Aujourd'hui, nous allons recevoir le maire des Pennes Mirabeau, Michel Amiel. Michel Amiel qui est bientôt en liaison avec la technique, avec Noah. Évidemment, c'est un rendez-vous très important. La politique, nous sommes à 6 mois des élections municipales et on sait qu'il va y avoir un passage de relais avec le maire des Pennes Mirabeau. On va en parler dans quelques instants avec lui. Ça devrait arriver. Le maire des Pennes Mirabeau, Michel Amiel. Michel Amiel, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est bien? Alors, là, je vous entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez vous mettre dans un endroit où effectivement la connexion est possible? Puisqu'on sait que depuis hier soir, c'est compliqué dans la région avec les pluies diluviennes qui ont frappé les Bouches-du-Rhône. Y compris au Pennes. Là, je suis à un endroit avec 4 bars et je suis en haut-parleur. Alors,
Enlevez le haut-parleur, parce que le haut-parleur, c'est pas bon. On est en direct dans la matinale, vous connaissez tout, chers auditeurs, chères auditrices. Voilà. Michel Amiel, voilà, prenez bien votre téléphone aux oreilles, parce que malheureusement, vous n'avez pas pu être avec nous ce matin, parce que vous avez dû gérer, j'imagine, des urgences dues à ces pluies diluviennes qui ont frappé les Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je vous entends parfaitement, et vous? Très bien. Écoutez, c'est parfait. Alors justement, on va faire cette première question autour de ce qui se passe depuis hier dans notre département, ces pluies diluviennes. Les Pennes Mirabeau, comment ça se passe ce matin? Bon, on a eu quand même pas mal de dégâts, essentiellement au niveau des voiries, de quelques établissements publics. Bon, les équipes sont sur le pont depuis ce matin de bonne heure, que ce soit au niveau de la voirie, que ce soit au niveau des écoles où il y a eu quelques problèmes d'électricité. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, dans ces moments-là, les choses fonctionnent pas très bien et parfois les gens ne le comprennent pas, mais malheureusement, la puissance publique ne peut pas se substituer à tout. Et je dois dire que Jean-Marc Leonetti, mon premier adjoint, a été particulièrement sur le pont et sur le terrain, en coordonnateur qu'il est des services techniques. Voilà. Globalement, ça va à peu près. Alors, du coup, on va quand même revenir sur votre parcours. Vous êtes maire des Pennes Mirabeau. Vous avez été membre du Parti Socialiste, puis vous avez rejoint la force du 13 de Jean-Noël Guérini pour finir à la République en marche d'Emmanuel Macron. Vous êtes désormais sans étiquette. Ça fait un moment que vous êtes justement à la tête de la mairie des Pennes Mirabeau, Michel Amiel. C'est bien ça? Plusieurs années désormais. Je suis élu depuis 30 ans et maire depuis 2001, c'est-à-dire depuis 25 ans. Donc effectivement, je commence à avoir des heures de vol. C'est vrai. Alors on va commencer par des questions à l'international, puisque vous le savez, aujourd'hui le président français va reconnaître officiellement l'État de Palestine à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Est-ce que vous êtes en phase avec cette décision prise par le président français ? Alors, ces décisions aujourd'hui qui me paraissent parfois être des postures politiques, me paraissent relever parfois d'éteindre l'incendie avec un jerrycan d'essence. S'il s'agit de reconnaître un État palestinien, je rappelle que c'est quand même pas quelque chose de vraiment nouveau. La question que je pose, est-ce que les conditions sont-elles bien requises pour le faire maintenant? En posant la question, j'y réponds à mon niveau, hein, mon opinion c'est non. Mon opinion c'est non. Voilà, de même que ces agitations de dire on va monter le drapeau palestinien sur les mairies, enfin pour moi bien évidemment il n'en était pas question. J'ai peur qu'on soit quand même dans une impasse, mais dans ces moments-là il faut quand même revenir à l'origine des choses. L'origine des choses, elle est double. Premièrement, et encore une fois, je ne parle que pour moi, hein, je suis libre de tout engagement de parti politique. Pour moi, il est hors de question de remettre en question l'existence de l'État d'Israël. Or, je rappelle que les gens avec qui on veut négocier, à savoir le Hamas, ne reconnaît pas l'État d'Israël. La charte islamique fondatrice du Hamas de 1988 précise qu'Israël n'a pas le droit d'exister puisque la Palestine est une terre islamique. Alors, on va dire oui, mais il y a eu ensuite modification des choses, 2017, mais je suis désolé, il n'y a toujours pas de reconnaissance formelle d'Israël. Donc pour moi, je suis désolé, mais le Hamas n'est certainement pas une force politique avec qui on doit négocier. Alors on va parler de cette situation irrespirable au Proche-Orient, cette guerre déclenchée il y a 2 ans par les terroristes du Hamas et qui s'enlise. Quelle est votre analyse de la situation ? Alors, plusieurs choses. Partons du début, là encore. Massacre du 7 octobre 2023. Aujourd'hui, on se gargarise beaucoup de grands mots. Moi, je ne suis pas juriste, je ne me permettrai pas de porter un jugement dans ce sens. Mais enfin, s'il y avait bien quand même un événement de nature génocidaire, c'est ce massacre. C'est ce massacre. Premièrement. Deuxièmement, libération des otages. Aujourd'hui, beaucoup sont morts. Troisièmement, on négocie avec qui?
l'autorité palestinienne, et autorité, je sais à quoi ça renvoie, je mets un point d'interrogation, mais l'autorité palestinienne aujourd'hui n'a aucune autorité. Donc j'ai peur qu'on s'enfonce dans un système qui soit, comme je viens de vous le dire il y a un instant, une totale impasse, et que c'est un rapport de force dont il ne sortira rien de bon, sauf qu'on ne sait jamais, quelque chose de providentiel qui pourrait se produire, mais je vous avoue que dans l'état actuel des choses, je vois pas. Alors, comme j'ai pas la langue de bois, que je suis prêt à aborder tous les sujets des questions que vous me posez, est-ce que Netanyahou ne va pas trop loin? Alors, là encore, je vous donne un avis personnel. Vouloir éradiquer le Hamas, pourquoi pas? Mais est-ce que la méthode qu'il emploie est la bonne? Parce que il y a quand même des femmes, des enfants, des innocents qui meurent, vous me direz comme dans toutes les guerres. Est-ce que ce n'est pas préparer de nouvelles générations à monter en puissance contre l'État Israël? Vous voyez, je ne mets même pas la question de savoir si c'est quelque chose qui va contre l'humanité la plus élémentaire. Simplement, en termes politiques, aujourd'hui, je pense qu'il fait fausse route. Mais encore une fois, tous ces points n'engagent que moi-même. Alors on va revenir à des problématiques nationales, notamment le renversement du gouvernement il y a une semaine. Michel Amiel, vous qui avez fait partie du mouvement Renaissance d'Emmanuel Macron, est-ce que vous avez des informations sur ce nouveau gouvernement qui n'a toujours pas été désigné? Non, absolument pas. Bah, moi, vous savez, j'étais un des premiers, j'étais déjà sénateur à l'époque. C'était pas Renaissance, c'était En Marche. Moi, j'ai été un sénateur qui avait rejoint le groupe En Marche, puisque j'étais un des premiers à accueillir Emmanuel Macron. Sur les plaines de Mirabeau, ça a été son premier meeting pour les élections présidentielles. Après, il y a eu un certain nombre de points qui ne me convenaient pas, et ça a commencé par l'usage du 49.3 pour la réforme des retraites. Vous savez, quand on a raison trop tôt, on a tort, ben c'est ce qui s'est produit. C'est un moment, une période où on communiquait encore de personne à personne. J'ai dit ça, je ne peux pas le valider, il m'avait dit je ne peux pas faire autrement. Ben, vous avez vu la suite. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de prises de position des uns comme des autres qui font que je ne me reconnais plus dans aucun parti politique. Vous avez dit que je viens du Parti Socialiste, et vous avez tout à fait raison, comme beaucoup de gens qui ont suivi Emmanuel Macron. Mais quand je vois l'évolution du Parti Socialiste, qui pour une poignée de sièges négocie avec la France insoumise, parti politique dans lequel je ne me reconnais absolument pas et qui, à mon avis, est assez dangereux par rapport à la situation politique française, ben, effectivement, je ne me reconnais plus dans le Parti Socialiste, que j'ai quitté pour cette raison il y a plusieurs années. Parce que déjà, le Parti Socialiste a abandonné le champ social pour le champ sociétal. Or, il y a beaucoup de choses à faire encore au niveau social. Moi, vous savez, quand je vois ce qui se passe en ce moment entre la gauche et la droite, et ce que je vais appeler, excusez-moi d'un terme un peu péjoratif, le centre mou, alors que moi-même je suis profondément centriste, il y a des espèces de tabous. Quel est le problème politique essentiel aujourd'hui, outre les problèmes institutionnels, voire constitutionnels? Pour moi, ce sont les inégalités. Et là, je me reconnais quand même dans la famille de gauche. Il y a trop d'inégalités. Je dis pas que il faut appliquer la taxe Zuckman qui pose des problèmes compliqués de constitutionnels en particulier. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il est bien évident que les très riches doivent faire peut-être un peu plus d'efforts que les gens à qui il reste 250 € pour finir le mois. Quand il leur reste ça. Mais justement, la semaine dernière, la France a dû faire face à des manifestations sociales avec les syndicats comme leaders de ces mouvements. Les Français ont de moins en moins de pouvoir d'achat. Ils sont inquiets par rapport à la montée des extrémismes. C'est une rentrée difficile, Michel Amiel. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est une rentrée difficile. Et il faut... bon, d'une part, il faudrait des réformes en profondeur, qui n'ont pas été faites, sauf la réforme des retraites. Et on a l'impression que personne
personne, que ce soit la droite républicaine comme la gauche républicaine, ne veut mettre de l'eau dans son vin. Bien sûr qu'il faut réduire les inégalités en passant par la fiscalité. Et bien sûr, et ça le message s'adresse à la gauche, bien sûr qu'il y a aussi un problème d'émigration. Bien sûr qu'il y a un problème d'émigration. Il n'est pas, enfin, encore une fois, je parle à mon nom, hein, c'est moi que vous interviewez. Il n'est pas question de le nier. Il n'est pas question de les nier. Et puis, une émigration qui porte des valeurs insupportables, l'islamisme radical, l'idéologie des frères musulmans. Et c'est pas en claquant dans les doigts qu'on va éluder ces choses-là. Mais malheureusement, il en va de l'histoire de notre pays. Nous ne sommes pas un pays qui arrive à avancer par le compromis, mais par la révolution. On renverse les tables. Regardez notre histoire depuis la révolution de 89, 1830, 1848, 1870, et chaque fois, on renverse les tables, alors que, moi, vous savez, je suis quelqu'un de compromis qui prône la mesure, qui prône la nuance. Et ces valeurs-là, aujourd'hui, on n'est pas suffisamment nombreux, je suis pas le seul, heureusement, mais on n'est pas suffisamment nombreux à les partager. Je me reconnais aujourd'hui, aucun homme politique de premier plan, j'entends ni dans aucun parti politique, je le redis. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'ai décidé de ne pas me représenter. Hein. Alors, justement, on va parler des peines Mirabeau puisque vous êtes maire depuis 2001, vous nous l'avez dit, vous avez également été sénateur de 2014 à 2020. Aujourd'hui, vous préparez votre succession puisque vous ne vous représenterez pas aux prochaines élections municipales. Avant de parler de votre successeur, on a envie de vous poser cette question. Quel bilan dressez-vous de ce mandat qui dure déjà depuis plusieurs décennies? Alors, plusieurs choses. À titre strictement personnel, j'ai été un maire heureux. J'ai été un maire heureux, j'ai essayé de gérer cette commune de la façon à la fois la plus prudente et la plus humaine. Après, qui dit bilan dit gestion. Alors, qui dit gestion dit plusieurs choses. D'abord, gestion financière. Bon, de toute façon, savoir que, comme toutes les collectivités territoriales, on a de moins en moins de ressources de la part de l'État. Au demeurant, nous sommes une des communes les moins endettées dans sa strate de population, ce qui fait que je laisse d'un point de vue financier une commune qui peut éventuellement mobiliser l'emprunt pour des équipements. Et troisième point, puisqu'on parle d'équipement, je pense qu'on peut dire que la commune possède un équipement, que ce soit d'un point de vue culturel comme d'un point de vue sportif, convenable, largement convenable pour les 10 à 15 années à venir. Voilà. Bon, ça c'est les côtés positifs. C'est évident que je ne vais pas vous faire faut être logique, un bilan catastrophique de ma gestion. Mais enfin, entre ce que je pense et la réalité, les gens m'ont élu à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui pourrait être mieux fait? Qu'est-ce qui pourrait être mieux fait? Mais ça, c'est pas un problème péno-pénois. Comme vous le savez, les peines Mirabeau sont une commune carencée en matière de logement social. La loi SRU, pour moi, est une loi qui aurait besoin d'être rafraîchie pour permettre à une commune comme la nôtre, qui en 2001 avait 3% de logements sociaux, aujourd'hui on est à peu près à 10%, d'intégrer une réflexion beaucoup plus globale en matière de logement et d'urbanisation. Je rappelle quand même qu'à propos d'urbanisation, certains me font le reproche d'avoir bétonné la commune. Ben, je suis désolé, la commune, qui est une commune étendue, 3360 hectares, à 70% de territoire en zone naturelle ou agricole. Voilà, donc j'ai essayé de trouver cet équilibre. Par contre, les pénalités liées à la loi SRU, donc sur le logement social, impactent encore fortement notre budget, à hauteur de 800-900 000 euros par an, ce qui est tout à fait considérable. Voilà, mais de notre côté, c'est une volonté politique qui, d'après moi, est largement partagée par les Pénois, de ne pas urbaniser massivement en matière de logement social.
Alors vous avez été, effectivement c'est une problématique qui est très importante, mais on rappelle quand même que de formation vous êtes médecin, que vous avez exercé en tant que médecin libéral au sein de la ville d'Épinay-Mirabeau, et que évidemment la désertification médicale c'est un sujet important pour vous. Comment justement vous avez travaillé pour faciliter l'accès aux soins des personnes qui vivent au sein d'Épinay-Mirabeau? Oui, alors ça effectivement, vu de mon côté, par mon métier, c'est ce qui a été le moins compliqué. Les Épinay-Mirabeau ne sont pas un désert médical, ne constituent pas un désert médical. Alors comment on a procédé? Bon, d'une part, en faisant un bilan très précis des besoins médicaux de la population, on a favorisé l'implantation de centres médicaux, en particulier en pédiatrie. J'avais été contacté par un groupe de jeunes pédiatres à qui la ville a vendu un terrain et qui a implanté donc un centre de pédiatrie qui concerne non seulement les pédiatres, mais aussi la chirurgie pédiatrique, l'orthophonie, la psychologie, etc. Et là, ils sont déjà implantés sur la commune depuis quelques temps. On va ouvrir un centre d'ophtalmologie de 4 jeunes ophtalmologues donc voilà, c'est quelque chose que j'ai suivi de près. Bon, moi-même, j'ai créé, mais il y a tellement longtemps, c'était en 83, un petit centre médical qui continue à bien fonctionner. C'est évident que ma vision professionnelle des choses font que, au Épinay-Mirabeau, on n'est pas dans un désert médical. Bon, après, il faut rester vigilant. Et il faut constater que, alors je suis vieux moi maintenant, vous allez me dire, mais la médecine, comme on l'a pratiquée, comme je la pratiquais dans les années 80 ou même 90, c'est plus du tout la médecine telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Les jeunes médecins veulent avoir une vie personnelle, puis entre nous, ils ont parfaitement raison. Alors on va parler désormais de votre successeur. Donc dites-nous, annoncez-nous déjà qui sera la personne qui représentera, qui prendra le relais en fait de Michel Amiel après toutes ces années à la tête de la mairie d'Épinay-Mirabeau. Et pourquoi vous le soutenez? Alors, vous savez, une succession quand on est là depuis longtemps, c'est jamais chose facile. Encore une fois, moi j'ai pas la langue de bois, je vous dis pas que ça se passe dans la fluidité, parce que effectivement ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas puisque mon ex-adjoint aux finances a décidé à un an des élections de faire sécession, c'est-à-dire de faire son groupe au sein de la majorité, donc accompagné par ça par deux autres élus. Bon, c'est parfaitement son droit, mais il n'était pas obligé. Il aurait très bien pu dire, bon, je suis solidaire de ce que tu fais jusqu'au bout, et ensuite je fais ma liste. Non, il s'est désolidarisé complètement, ce qui, encore une fois, est son droit, mais bon, après, en termes de conséquences, il est adjoint aux finances, vous ne pouvez pas lui laisser le poste d'adjoint aux finances alors qu'il faisait sécession. Donc, il y a eu mon premier qui est toujours sur le pont, on l'a encore vu ce week-end par rapport aux intempéries, mais qui pour des raisons qui sont les siennes, hein, ça ce serait à lui de répondre, certainement pas à moi, a décidé de ne pas se présenter finalement. C'est lui que j'avais, c'est moi le mot un peu fort, adoubé, y compris lors de mes vœux au mois de janvier. Donc aujourd'hui, mon candidat s'appelle Grégory Boucher, c'est mon adjoint aux finances. Il a pris à bras le corps la lourde délégation des finances de la ville d'Épinay-Mirabeau. Il fait un travail considérable. Il regroupe une équipe de gens issus de la majorité actuelle, mais qui l'ouvre aussi largement, sans étiquette. C'est un engagement, et le mot est fort, c'est un engagement pour l'Épinay-Mirabeau et non pas une ambition personnelle. Donc je l'aiderai de mon mieux parce que je pense qu'il représente une nouvelle génération. Moi, vous savez, lors des élections de l'année prochaine, j'aurai 72 ans. J'ai toujours pensé, et pour moi c'est une notion qui est importante, qui n'est pas nouvelle, hein, qu'il fallait savoir s'arrêter à temps. Vous savez, ne pas faire ce qu'on appelle le mandat de trop. Savoir passer la main, donc je le fais véritablement en toute honnêteté, de tout mon cœur, et j'espère que Grégory et son équipe sera élu. En tout cas, je le soutiendrai de mon mieux.
Dernière chose, Michel Amiel, nous sommes sur Radio JM. Ce soir débutent les fêtes de Tishri avec Rosh Hashanah. J'aimerais que vous puissiez vous adresser aux auditeurs et aux auditrices de la communauté juive de Marseille. Vous savez, je crois que j'ai toujours soutenu la communauté juive de Marseille pour des raisons d'une part personnelles, pour des raisons idéologiques aussi. Vous savez, ce que je vous ai dit dans la première partie de l'interview, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas nier la situation à Gaza et ce qui se passe, sauf qu'à un moment donné, il faut savoir choisir son camp, même si je parle de mesures et de nuances. D'un côté, vous avez le monde libre, même si, selon moi, il est profondément menacé par le président des États-Unis actuel. J'ai le droit de dire cette pensée, mais en même temps, je trouve que sous les événements de Gaza, comme je vous l'ai rappelé brièvement tout à l'heure, on a oublié un peu l'origine des choses, en particulier de ce massacre génocidaire du 7 octobre 2023 et d'où vient Israël. Donc je souhaite à la communauté juive de bonnes fêtes. Je serai moi-même, je crois que c'est le samedi 2 octobre, à Vitrolles, à la synagogue, invité comme chaque année depuis bien longtemps par mon ami Claude Alali, et je serai toujours présent en rapportant d'une part un message de paix d'abord et avant tout, bien entendu, mais aussi un message de soutien, oui, inconditionnel, parce que je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas accepter l'idée de négocier avec des gens dont les statuts comportent l'éradication du peuple juif. Merci beaucoup Michel Amiel, maire d'Epen Mirabeau, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci. On peut retrouver cette interview intégralement sur notre antenne à 13h aujourd'hui sur nos réseaux sociaux et bien sûr sur notre site internet radiojm.fr. Merci à vous Michel Amiel. Je vous propose une petite page musicale avant votre journal d'information locale et on se retrouve juste après. Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le lundi 22 septembre et voici les titres de votre édition. Les prévisions météo étaient annoncées comme alarmantes dès 17h hier. 80 mm de pluie se sont abattus sur Marseille. 10 vols ont dû être déroutés vers l'aéroport de Montpellier, Nice et Lyon. Par mesure de sécurité, la fête du vent a été écourtée sur les plages du Prado et le Classico OM-PSG a été reporté à ce soir 20h. Le week-end dernier, Benoît Payan s'est confié sur les raisons de son absence au dîner du CRIF à nos confrères de la Provence. Réaction de l'organisatrice Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence. Il a précisé dans le cadre de cette interview qu'il ne souhaitait pas rencontrer des gens qui seraient là pour faire la promotion d'un gouvernement d'extrême droite. Alors je crois que ces propos sont inacceptables. Ils sont inacceptables parce qu'ils reviennent à essentialiser des citoyens juifs, qui sont d'ailleurs profondément attachés aux valeurs de la République, en les assignant collectivement au soutien d'une politique étrangère. Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils défendent le droit d'Israël à exister, le droit d'Israël à se défendre, et qu'ils dénoncent la diabolisation de l'État juif, en rappelant au passage que c'est le véritable catalyseur de la haine anti-juif qui sévit sur notre sol depuis le 7 octobre. Cette recrudescence historique de l'antisémitisme, il me semble que la place d'un maire aurait dû être aux côtés d'une communauté juive qui est à la fois inquiète, fragilisée, trop souvent isolée d'ailleurs, et faire la démonstration que être maire de Marseille, c'est finalement être le maire de tous les Marseillais. Hier matin, le collectif Nous Vivrons organisé sous l'ombrière du Vieux-Port une nouvelle agora pour discuter avec les Marseillais de la situation plus que compliquée des Juifs de Marseille. Sophie Nezri, coprésidente du collectif pour Marseille et Aix, fait le bilan de cette matinée au micro de Magali Barthès. Nous étions entre 12 et 15 volontaires, pas tous juifs, à distribuer des flyers qui illustrent le quotidien souvent difficile des juifs en France. Alors les échanges avec les passantes étaient plutôt fructueux.
Bon, bien sûr, quelques personnes étaient hostiles. Alors, elles sont souvent nourries d'un discours de détestation d'Israël qui rejaillit sur leur vision des Juifs. Certains vont jusqu'à trouver logique qu'à cause du conflit actuel, nous subissions d'antisémitisme. Mais dans la grande majorité, il a été tout à fait possible, voire agréable de parler, d'échanger avec les gens. Donc il y a bien toute une majorité silencieuse qui nous soutient en silence. C'est ça le problème. Et donc que nous avons encouragé à s'exprimer de manière plus explicite. Concernant nous, vivrons en tout cas, nous ne lâchons rien, nous ne nous tairons pas et nous ne nous tairerons pas. C'est aujourd'hui que le président de la République Emmanuel Macron a décidé de reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Écoutez Fabienne Bendayan, la présidente du CRIF Marseille-Provence, qui réagit à cette initiative. Cette reconnaissance, je ne pense pas qu'elle puisse être considérée comme un geste de paix. Elle est prononcée sans condition, sans libération des otages, sans désarmement du Hamas, sans réforme démocratique. Et j'ai eu l'occasion de le dire, je considère que cette reconnaissance est une prime à la terreur, qu'elle caractérise un signal envoyé à ceux qui rêvent d'éradiquer Israël. Finalement, le crime paie, et d'ailleurs le Hamas est le premier à s'en être félicité. Je crois que l'histoire jugera cette trahison morale parce qu'on ne fabrique pas la paix en niant la réalité du terrorisme. Et je ne pense pas non plus qu'on construise un avenir en accréditant l'idée qu'un pogrom peut servir de tremplin diplomatique. À Essaouira au Maroc a eu lieu en fin de semaine dernière la Iloula du Rav Pinto, un pèlerinage qui a rassemblé plus de 2000 juifs en terre marocaine. Maggie Lebeu-Moyal, petite fille du Rabbi Chaim Pinto, a notamment géré l'arrivée de 140 pèlerins de Montréal sur place. Écoutez-la. La Iloula, bien entendu, c'est à la mémoire du tzaddik, Gaon Rabbi Chaim Pinto, Zechono Tzadik Levracha, qui tombe toujours le 26 Elul. Donc, comme Rabbi Chaim Pinto avait promis que tous ceux qui disent son nom ou lui allument sa bougie 4 jours, donc qui est 4 jours avant Rosh Hashanah, il a promis que tous ses vœux sont exaucés. Donc, évidemment, Rabbi Chaim Pinto est un tzaddik qui a été connu, reconnu par les autorités, par les tzaddikim, par les rabbanim, durant de nombreuses décennies, et on va dire même 3 siècles, parce que Rabbi Chaim Gadol, c'est presque 3 siècles. Donc, c'est par ces miracles, en fait, que toutes ces personnes, et aujourd'hui, ce sont les petits et arrière-petits-enfants qui se déplacent pour venir se ressourcer auprès du tzaddik. Et puis je vous propose d'écouter Ido, un Israélien installé en France qui a assisté à cette Ioula à Essaouira vendredi dernier. C'était assez émouvant, autant qu'israélien. Ça me fait penser à ma mère il y a quelques jours. Je lui ai dit que je vais partir au Maroc. Elle m'a dit cache bien le fait que tu es juif, que tu es israélien. Pars pas avec ton passeport israélien, parle pas hébreu, fais attention. Et là, on se trouve ici en plein centre du Médina avec 2 cubes de sucre qui vont porter bonheur, j'espère, entouré d'amis et d'amour. Donc, c'était bien, c'était très émouvant. Dans cette même ville marocaine avait lieu la 2e édition du Forum mondial des femmes pour la paix, où la présidente de l'association des guerrières de la paix France a rappelé l'importance de réunir des femmes de paix, israéliennes, palestiniennes, mais aussi afghanes ou iraniennes. Écoutez Anna Assouline. L'idée aujourd'hui, évidemment, c'est de lancer un signal fort de solidarité internationale des femmes, mais c'est aussi d'interpeller le monde. C'est de lancer un cri d'urgence, un cri porté par la voix des femmes, un cri de solidarité, un cri qui dit que face à l'horreur et face à la douleur aujourd'hui qui nous entoure, on a besoin plus que jamais de solidarité, qu'on a besoin d'être ensemble, qu'on a besoin d'être unis, que toutes les divisions aujourd'hui qui nous accablent, qui nous assomment, nous font du mal, nous empêchent d'avancer, nous empêchent d'être dans une action collective. Or aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'action. On a besoin de mots, évidemment, on a besoin de se retrouver, mais on a surtout besoin d'agir et d'interpeller les dirigeants du monde entier pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Et c'est le sens de ce forum aujourd'hui à Essaouira. La météo aujourd'hui est de 21 degrés ce matin et jusqu'à 25 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne.
Comme tous les jours dans ce journal, et à défaut de citer leur nom, nous donnerons le nombre d'otages encore retenus par les terroristes du Hamas. Ils sont au nombre de 48. 20 otages seraient encore en vie, 28 sont déclarés ou présumés morts. À titre personnel et au nom de toute l'équipe de Radio JM, je vous souhaite Shana Tova Sameach, que cette nouvelle année soit douce et vous apporte toute la sérénité dont vous avez besoin, malgré ce contexte de guerre au Proche-Orient qui, nous l'espérons, s'arrête très vite. Excellente journée à tous sur le 90.5 et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin. Vous écoutez la grande matinale Radio JM en direct tous les lundis sur le 90.5. Vous êtes de retour dans la grande matinale de Radio JM tous les lundis jusqu'à midi et on poursuit cette belle matinée avec un événement important qui aura lieu ce mercredi au Palais du Pharo, un symposium sur le cancer du sein. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Gilles Houvenagel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en cancérologie à l'hôpital européen, vous êtes chirurgien et vous êtes le président de ce symposium cancer du sein organisé ce mercredi au centre de congrès du Pharo. Une journée dédiée à la prise en charge du cancer du sein. On va rappeler quand même quelques chiffres. Le cancer du sein, ça touche combien de femmes en France chaque année ? Alors ça touche environ 50 000 femmes chaque année. On estime qu'il y a une femme sur 10 environ qui sera touchée dans sa vie par le cancer du sein. Donc c'est vraiment un cancer très fréquent et en même temps un problème de santé publique. Évidemment, c'est un cancer malgré tout qui se soigne plutôt bien s'il est pris à temps, professeur. Alors effectivement, il y a eu de constants progrès et très importants progrès dans les dernières années qui s'accélèrent, à la fois sur un diagnostic plus précoce, donc des cancers moins graves, et puis des progrès sur les traitements, des différents types de traitements qu'on va aborder justement dans cette journée avec des échanges entre les spécialistes. Alors justement, avant de rentrer plus en détail dans le programme de cette journée importante, on peut rappeler à nos auditrices quels sont les gestes qui peuvent permettre aujourd'hui d'anticiper une détection du cancer du sein. Alors le plus important est de réaliser dans la tranche d'âge qui est prévue le dépistage mammographique tel qu'il est envisagé, mais également dès qu'il y a ce qu'on appelle une boule, un nodule dans le sein perceptible, le plus souvent chez les femmes jeunes, ce sont des lésions bénignes, mais avant de considérer que c'est bénin, il faut quand même un minimum d'examen et une consultation et une échographie. Alors revenons à cette journée importante ce mercredi au centre de congrès du Pharo qui est destinée aux professionnels de santé de la région. Comment va-t-elle s'articuler cette journée ? Alors effectivement, ce qu'on a souhaité, c'est qu'il y ait tous les professionnels de santé représentés, régionaux, c'est-à-dire de Avignon, Aix, bien sûr Marseille, Martigues, Toulon. Les centres régionaux hospitaliers, le CHU, et puis tous les hôpitaux privés ou ESPIC, ce qu'on appelle ESPIC, qui sont représentés. Donc ça, c'est les structures établissements, mais il y a aussi toutes les spécialités qui prennent en charge le cancer du sein pour qu'il y ait des échanges fructueux sur toutes les innovations qui ont été faites. L'idée, c'est de se mettre à la page sur la prise en charge, la prévention. C'est indispensable, ce genre de journée, ce genre de mise à jour, finalement, des professionnels de santé. Alors, les mises à jour sont effectivement extrêmement importantes, d'autant que les progrès s'accélèrent, comme dans beaucoup de domaines, tout s'accélère. Donc, la mise à jour est très importante, les échanges importants. Et puis, dans ce symposium, il y a aussi la vision sur le futur, au moins le futur proche pour des spécialistes, et c'est extrêmement important. Et ce qui va diffuser cette information, c'est qu'il y a parallèlement aux séances plénières, il y a des ateliers pour les médecins généralistes, pour les kinésithérapeutes, les infirmières, et également pour les soins de support, ce qui est un domaine extrêmement important.
Effectivement, vous l'avez dit, plusieurs thématiques seront abordées, la chirurgie du sein, la reconstruction, la radiothérapie. Moi, j'ai une question qui me vient là subitement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, vous qui travaillez justement dans des services de recherche, est prise en compte dans ces traitements contre le cancer du sein, ou du moins sur la détection? Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA peut aider les professionnels de santé à mieux détecter ce cancer? Alors oui, tout à fait. On n'en est qu'au début de l'intelligence artificielle. C'est un domaine extrêmement évolutif en radiologie et donc pour le cancer du sein, pour le dépistage et pour l'imagerie diagnostique, mais également dans la prise en charge thérapeutique avec ce qu'on appelle les algorithmes pour décider de tel ou traitement, d'autant que les traitements sont de plus en plus personnalisé pour le cancer du sein en fonction des critères pathologiques de la tumeur. Évidemment. Alors, un invité d'honneur sera présent, Frédéric Pernot-Lorca. Expliquez-nous son parcours et pourquoi est-ce important de l'avoir lors de cette journée? Alors, Frédéric Pernot-Lorca est directrice du Centre anticancéreux de Clermont-Ferrand. Donc c'est pas tout à fait dans notre région. Mais elle était au tout début à Marseille. Ah, très bien. Et elle est spécialiste reconnue de ce qu'on appelle les signatures génomiques, c'est-à-dire caractériser les gènes des tumeurs dans l'idée d'avoir une meilleure appréhension du risque évolutif de la tumeur et donc d'indication de traitement lourd de chimiothérapie. Il y a de nombreuses avancées, il y a des problèmes de prise en charge en termes de financiers en France. Et donc, il était extrêmement important de faire un point sur ces signatures qui sont en pleine évolution, puisqu'il y a d'autres signatures qui vont apparaître pour des tumeurs plus graves, plus spécifiques, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Et donc, cette mise au point, elle est fondamentale dans la perspective de traitement d'aujourd'hui, mais de demain aussi. Alors, formidable transition en lien avec l'actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, professeur, nous avons assez de moyens ou il faut encore aller plus loin pour lutter contre le cancer du sein? Alors, en tant que professionnel de santé, bien sûr, on dira... on peut toujours aller plus loin. Il n'y a jamais assez. C'est mieux, il n'y a jamais assez. Après, il faut être... quand même, en France, on a une prise en charge globale qui est majeure, qui est un modèle dans le monde, mais certains points d'avancée sont limités, comme les signatures génomiques, le remboursement, avec un système qui est actuellement intermédiaire. Par contre, il faut une prise en charge qui soit basée sur effectivement des résultats scientifiques qui montrent que dans telle ou telle situation, on apporte un bénéfice, non seulement un bénéfice pour les patients, ce qui est le plus important, mais aussi ça peut amener une réduction des coûts en diminuant des traitements qui ont un coût financier, mais qui ont aussi un coût moral et important pour les femmes. Peut-être capitaliser effectivement sur la prévention plutôt prévenir que guérir. C'est ça que vous nous dites ce matin. Les deux. En fait, il faut agir sur les deux. C'est important. Pour revenir à cette journée brièvement, le rendez-vous est donné à quelle heure aux professionnels de santé? Et est-ce qu'il faut s'inscrire ou tout le monde peut y aller à partir du moment où on est professionnel de santé? Alors, tout le monde peut y aller. Il faut s'inscrire quand même, c'était pour les prévisions. Évidemment. Mais l'inscription est gratuite et l'accueil à partir de 8h10. Et où on peut s'inscrire? C'est ça qui est important, peut-être sur le site internet Alors, il y a un QR code et sur le site internet, on peut retrouver le symposium. Cancer du sein qui aura lieu ce mercredi, je le rappelle, au centre de congrès du Pharo. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de cette journée importante qui concerne malheureusement encore beaucoup de femmes. À très bientôt. Tout de suite, on enchaîne cette matinale avec l'agenda communautaire de notre belle Noah. Jingle. Vous voulez tout savoir sur les événements communautaires? Ouvrez vos agendas. C'est maintenant avec Noah. Bonjour à toutes et à tous. Voici les prochains rendez-vous de la vie communautaire. Alors, ce dimanche 28 septembre s'annonce comme une journée bien remplie, avec de nombreux rendez-vous communautaires du matin jusqu'au soir.
On commence tout de suite avec, au matin, l'élection du CRIF Marseille-Provence. À cette occasion, Bruno Benjamin sera officiellement élu président, étant le seul candidat en lice. Il succédera ainsi à Fabienne Bendayan, qui achève 3 années de mandat à la tête du CRIF Marseille-Provence. Le centre Lubavitch Ahavat Chinam organise les caparottes de 8h à midi au 18 rue Landier dans le 8e arrondissement de Marseille. Le tarif est de 26 € par capara et la réservation se fait au 07 68 59 81 72. Toujours dimanche 28 septembre, les institutions Or David Evrat Pinto vous convie à une grande soirée de slichot et chizouk à 22 h au domaine des Calanques, 229 route Léon Lachamp, dans le 9e arrondissement de Marseille. Les slichot avec Shmuel Elarar et chizouk avec Rabbi Raphaël Pinto Shlita, fils de l'Admoud Rabbi David Anania Pinto Shlita. Le public est mixte et l'entrée est libre. Pour finir avec le dimanche 28 septembre, c'est le FSJU Marseille-Provence en partenariat avec l'espace culturel de Chailleul et le centre culturel Edmond Flegg qui organise un concert de jazz manouche et musique séfarade qui s'appelle Accord Nomade Quatuor. Le concert aura lieu à 18 h à l'espace Paul Benaïm 4 impasse Dragon dans le 6e arrondissement de Marseille. La billetterie sur www.billetweb.fr/nomade au pluriel. Enfin, lundi 29 septembre, le consistoire israélite de Marseille est heureux de vous convier à la cérémonie des vœux 2025 entre résilience et renouveau, en présence exceptionnelle de Rachel Kahn, essayiste et juriste. Cette soirée débutera à 18 h 30 au 119 rue Breteuil dans le 6e arrondissement et sera clôturée par un cocktail dînatoire. Pour plus d'informations, appelez le 04 91 37 49 64 ou rendez-vous sur www.consistoiredemarseille.com pour vous inscrire. Voilà pour les rendez-vous à venir, alors à vos agendas et moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres événements communautaires. Merci beaucoup Noah pour ce planning communautaire important. Et puis aujourd'hui, évidemment, on a une pensée pour notre Sacha, notre chroniqueuse culinaire qui s'est fait mal aux pieds. On pense bien fort à elle et on espère la revoir très vite pour nous régaler sur l'antenne de Radio JM. Alors pour compenser, on vous propose une rediffusion de l'une de ses meilleures recettes. Écoutez, cela va vous donner faim juste avant de passer à table. Juste avant midi, retrouvez les minutes culinaires de Sacha. Bonjour à nos auditrices, bonjour à nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons préparer une salade de farfalle aux tomates cerises et à la mozzarella marinée. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 250 g de farfalle, 20 billes de mozzarella, 200 g de tomates cerises, 100 g de mesclun, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique, une gousse d'ail, une branche de thym, 1 cuillère à café d'origan, une pincée de piment, du sel et du poivre. Pour préparer la marinade des billes de mozzarella, vous les égouttez, vous les épongez, puis vous les versez dans un bocal. Vous y ajoutez le thym, l'ail, le piment, le sel et le poivre. Vous arrosez d'huile d'olive, vous couvrez d'un film alimentaire et vous réservez 1 heure au frais. Faites cuire les farfalle al dente et passez-les sous l'eau froide pour stopper leur cuisson et les empêcher de coller. Versez-les dans un saladier, ajoutez des tomates cerises coupées en 2, égouttez les billes de mozzarella et vous les ajoutez à la salade. Rincez et essorez le mesclun et ajoutez-les. Préparez une vinaigrette avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Mélangez le tout et dégustez. Voilà, recette très facile, très rapide et bon marché aussi. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis à demain. Ciao! Et on remercie évidemment Sacha auquel on pense, qui nous écoute, j'en suis sûre. Et puis pour conclure cette belle matinale ce matin, j'ai décidé de vous lire un édito que j'ai écrit à la suite de ma participation à la 2e édition du Forum mondial des femmes pour la paix. C'est un message personnel que j'ai à cœur de vous partager
ce matin suite à ces rencontres très fructueuses avec ces militantes pour la paix qui sont venues à Essaouira la semaine dernière. Les mots sembleront toujours trop faibles pour rendre compte de ce que nous avons vécu à Essaouira, mais il faut tenter de dire. Sous des airs trompeurs de vacances, ce séjour nous a profondément bouleversés. Nous avons été happés par les regards, percutés par les paroles, traversés par les témoignages. Et nous avons été contraints de remettre en question nos certitudes, malgré la difficulté et l'inconfort que cela suppose. Sur cette terre d'islam, au cœur d'une cité hautement symbolique, les Juifs du monde entier marchent en kippa, sans crainte ni détour, arpentant les ruelles du Mela, le regard tourné vers l'horizon venteux. L'histoire d'Essaouira et plus largement celle du Maroc témoignent de cette fraternité encore perceptible et que certains voudraient effacer. Les étoiles de David, gravées dans la pierre, rappellent l'empreinte indélébile de la coexistence judéo-musulmane. Et Beth d'Akira, lieu de mémoire, nous enseigne que Torah et Coran peuvent dialoguer en écho au service d'un même destin humain. Dès l'ouverture du 2e Forum mondial des femmes pour la paix, le sens s'est imposé, dense, immédiat. Les images interpellent, les mots transpercent, les larmes coulent au rythme d'une voix, d'un cri, d'un souffle. Les prises de parole deviennent des déflagrations. Face à nous des femmes et des hommes qui vivent la guerre au quotidien et qui, malgré les pertes, les douleurs, les rancunes, trouvent encore la force de tendre la main et de bâtir des ponts. Comment ne pas être bouleversé par ces femmes venues d'Israël, de Palestine, d'Afghanistan, d'Iran, du Maroc ou du Sénégal? Elles sont des phares dressés face aux extrémismes qui cherchent à nous diviser et à nous arracher à notre humanité. Nous ne saurions résumer leurs blessures en quelques lignes, mais nous garderons en mémoire leur force, leurs regards silencieux qui disent tout, nos mains tremblantes qui effleurent les leurs, et cette volonté commune, faire rayonner leur combat, le combat de la paix. Ces récits ne sont pas que des paroles, ils s'impriment en nous comme une boussole. Ces rencontres, en apparence fragiles, sont essentielles, vitales, régénératrices. Elles nous rappellent combien il est urgent de créer des espaces d'humanité pour ne pas céder au déni, à la peur, à la haine ni au rejet. Notre responsabilité en tant qu'hommes et femmes privilégiés n'est pas seulement d'écouter ou de relayer, elle est d'agir à notre échelle dans nos quotidiens. Et cette action ne peut être juste confortable, elle suppose de penser contre nous-mêmes, de confronter nos propres angles morts, de résister à la facilité des raccourcis. Chaque geste compte, une parole qui réunit, un refus des discours qui divisent, une main tendue, une solidarité exprimée, une mémoire préservée. C'est ainsi que nous pouvons faire résonner le combat de ces femmes et prolonger leur voix. À Essaouira, nous avons incarné une seule et même voix, celle de l'espoir que demain soit meilleur. Ce n'est pas une utopie, mais une exigence, notre exigence. Je conclus avec ces mots de Nava, militante israélienne depuis 5 décennies. À toutes les femmes tuées, que votre mémoire soit une révolution. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite évidemment Chag Sameach au nom de toute l'équipe de Radio JM. Je vous retrouve évidemment jeudi matin pour le flash d'information locale. Évidemment, je vous rappelle que vous pouvez réécouter toute cette matinale sur le site internet radiojm.fr à partir de 12h30 et l'interview de Michel Amiel, le maire des Pennes Mirabeau, à partir de 13h sur le 90.5. Merci beaucoup. À très bientôt. Prenez soin de vous, passez une belle journée, de très belles fêtes en famille et bon appétit. C'était la grande matinale Radio JM, tous les lundis de 10h à midi, en direct sur le 90.5 ou en replay sur radiojm.fr.